Bonjour et bienvenue pour cette 7e édition du Salon du Littoral et des enjeux méditerranéens. Nous sommes au Palais des Congrès de la Grande Motte et pour ce Litto TV, nous recevons Aude Vives. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente en charge du tourisme, des loisirs, de l'attractivité et du thermalisme au sein du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales. Tout un programme et avant tout, j'ai envie de parler d'un anniversaire un peu particulier cette année, les 50 ans de la réserve marine de Banyuls. Avec cette bonne nouvelle, la protection marche et vous allez doubler la surface. Expliquez-nous un peu quel est ce projet. Tout à fait, c'est un projet, une concertation que nous avons mise en œuvre au sein du conseil départemental pour doubler la surface de protection de cette réserve, la première réserve marine de France qui a été constituée il y a 50 ans. Donc on fêtait ses 50 ans cette année, donc c'est plutôt un beau symbole que de doubler sa surface, donc de 650 hectares x 2, avec une zone de protection renforcée qui va nous permettre justement d'allier protection de l'environnement et développement économique également, puisque au sein de cette réserve, c'est la protection de la faune et la flore qui nous permet d'être mise en avant, de préserver les ressources de pêche, les ressources de la plongée, mais également de faire découvrir au travers de l'éducation à l'environnement la beauté de ces paysages et de les préserver autant que faire se peut d'une surfréquentation que la réserve marine et le parc marin plus largement permettent de protéger. Forte attractivité, là, alors peut-être grosso modo, c'est quoi les limites? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas faire dans cette réserve? Eh ben, on a la protection de la nature passe avant tout, mais ce n'est pas mettre sous cloche le territoire. Au contraire, il y a la possibilité de pêcher dans des cadres bien précis, une possibilité aussi de plonger et d'aller observer cette nature incroyable au travers, par exemple, du sentier marin de l'Anse de Perfit à côté de Cerbère, mais aussi de divaguer, on va dire, sur le sentier littoral qui permet de relier tout le littoral. Enfin, on a 60 km de côte, donc 42 plages et 20 de criques rocheuses, et c'est sur cette côte vermeille qui est merveilleuse qui permettent justement de développer un autre tourisme plus durable, des loisirs qui le sont d'autant plus et de respecter ce qui fait l'attractivité de notre territoire, à savoir ses paysages. D'accord, donc 650 hectares qui vont être multipliés par 2. C'est pour quand? Il y a encore des... Ça a été validé. Il faut maintenant que l'État le valide au niveau national, mais la concertation a abouti à cette préservation et cette protection. Donc on en est vraiment très satisfait et on peut se féliciter localement d'avoir eu cette bonne idée en 74 et maintenant de se dire qu'on va encore plus loin, et c'est vraiment un très très bon signal pour notre territoire d'être justement ce laboratoire non seulement de la préservation mais aussi au cœur du changement climatique et de cette transition qu'on appelle tous de nos voeux. Avec des partenaires comme les pêcheurs, je pense, qui ont dû participer, qui n'étaient pas un frein finalement et qui ont compris l'intérêt de... Alors évidemment il y a eu des freins, évidemment, mais c'est par l'échange, par la conviction qu'on a que c'est la solution, que la préservation, le fait de faire toujours plus, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Par contre, de faire toujours mieux dans la préservation, toujours mieux pour la qualité aussi de l'accueil, parce que c'est pas en multipliant quantitativement qu'on va préserver ce qui fait l'attrait de la qualité de vie d'abord de nos habitants, c'est ce qui nous importe, et puis ensuite si on veut bien accueillir les visiteurs qui veulent venir sur notre territoire, il faut que nos paysages soient irréprochables et qu'on soit exemplaires. Donc comme il y a eu des propriétés du département, du conservatoire du littoral, et que cette réserve est administrée par le département, on se doit d'être exemplaire. D'accord. Face à cette forte attractivité des Pyrénées-Orientales, vous développez aussi des outils d'éducation, de pédagogie par rapport à l'environnement. Et il y a ces sentiers sous-marins qui sont aussi pas uniques en France, mais qui ont été en tout cas précurseurs. Tout à fait. Et ils fonctionnent très bien. Le chiffre est assez incroyable. Alors, on a 4,5 millions de personnes qui viennent chaque année sur notre littoral. Donc, effectivement, on est une très belle destination touristique, on en est très fiers. Après, voilà, cette éducation à l'environnement, elle passe aussi par des messages et des endroits où on se confronte en fait à cette nature, à sa fragilité, et le sentier sous-marin est un des outils que nous avons mis en œuvre au sein de la réserve marine pour permettre justement à toute personne il faut savoir nager, donc de 7 à 99 ans, de voir des mérous, de voir des herbiers de Posidonie, de pouvoir comprendre comment fonctionne l'écosystème marin au travers de ce sentier sous-marin, mais également du sentier du littoral qui permet justement de se balader tout au long de la côte et de découvrir par exemple l'Anse de Poly et de voir toute la diversité en fait de cette côte, qu'elle soit de la faune, de la flore, et de comprendre comment au travers simplement de son action à soi en tant que citoyen, on peut la préserver à son niveau et éventuellement s'impliquer encore plus au sein d'associations ou peut-être même au travers de formations
préservation et peut-être même de rentrer dans la réserve marine et qui sait encore sur les autres partenaires que nous avons. Il y a effectivement des scientifiques qui sont très investis, le laboratoire de Banyuls notamment, mais pas que. L'UPVD est également très investi et c'est au travers de tous ces partenariats-là pour la préservation, c'est un travail collectif et vous parliez tout à l'heure des professionnels privés, mais il y a aussi toutes les institutions, les communes, le département qui se sont mobilisés avec la région pour que cette réserve et tout son écosystème soient préservés. Donc voilà, c'est un travail d'équipe et on tient beaucoup à ce travail-là. Oui, donc ces sentiers du littoral, plus de 250 000 visites, et vous avez décidé d'élargir un peu son ouverture, en tout cas le moment où il y a des activités, des animations autour de ça. Oui, alors vous pouvez y aller individuellement avec un masque, un tuba, tout va très bien, vous pouvez y aller quand vous voulez, c'est ouvert à tous. Par contre, c'est vrai que l'animation, cette éducation à l'environnement au travers de professionnels et d'animateurs associatifs est ouvert aujourd'hui de juin à septembre. On a ouvert pour que justement nos habitants puissent aussi, et puis bon, ces visiteurs qui viennent hors saison, entre guillemets, même si c'est quand même la haute saison, d'avril à octobre, nous, en Pyrénées-Orientales, on travaille, la météorologie est très favorable, mais d'ouvrir justement et de pousser à ce qu'il n'y ait pas une concentration uniquement sur la très haute saison qui est juillet-août, mais qu'il y ait cette possibilité de découvrir, accompagner ce sentier sous-marin avec justement des professionnels qui vous accueillent, qui vous proposent aussi de découvrir quelles espèces vous avez pu voir sous l'eau, qui vous challenge, qui vous accompagnent et qui permettent justement de comprendre encore plus et au travers de cette éducation à l'environnement d'être encore plus les vigies, les ambassadeurs de cette protection. D'accord, donc la sensibilisation et puis il y a d'autres actions concrètes. Les Pyrénées-Orientales, c'est aussi une forte attractivité pour le nautisme. Qui dit nautisme dit bateau, dit ancrage, parfois un peu déstructurant, enfin qui peut causer des dégâts sur la nature. Et vous parliez de Lance de Poly et là il y a des bouées un peu écolo. Tout à fait. Expliquez-nous. Alors, au sein de Lance de Poly, on a un écrin naturel magnifique, avec en plus une rénovation des bâtiments industriels qui a été opérée par le conseil départemental, qui permet d'accoster dans cette anse avec des bouées, effectivement, qui évitent que les ancres ne soient déposées au fond et arrachent les herbiers de Posidonie, qui sont une espèce protégée, extrêmement importante, que nous préservons vraiment comme la prunelle de nos yeux. Et ces bouées nécessitent aussi une limite d'ancrage sur ces bouées qui permettent justement de pouvoir tourner. Et ce n'est pas une contrainte, c'est simplement de permettre en fait le flux, de gérer des flux et d'éviter qu'il y ait une espèce de bateaux ventouses qui restent des heures et des heures sur ces bouées. Donc il y a mais ça se fait assez naturellement en fait. Les gens finalement s'accrochent, se décrochent de la bouée et vont vers d'autres destinations. C'est un point de passage, ça a vocation à l'être et d'autant plus avec le développement du nautisme qui est effectivement un des fleurons de notre côte également. Donc on en est vraiment très fiers et ça marche extrêmement bien. Cette année, on a eu vraiment un taux de fréquentation très important et une satisfaction aussi parce que la prise de conscience elle est là et la compréhension elle est d'autant plus importante qu'il y a eu aussi de l'éducation à l'environnement sur ce sujet-là. Donc plus les gens comprennent, plus ils appliquent en fait c'est pas des contraintes en fait, c'est les conditions en fait de préservation de ce qu'ils trouvent magnifique, c'est de ne pas s'ancrer sur cette baie. Donc une fois qu'on comprend, on applique et il n'y a pas de contraintes en fait en soi. Ça permet de protéger la biodiversité. Puis le conseil départemental s'est aussi investi au Dives dans des labos PO. Ça c'est aussi une autre corde, notre flèche à votre arc pour encore éduquer, sensibiliser. Expliquez-nous. Oh, plus que ça même. Le labo PO, c'est vraiment se dire qu'on est à l'avant-poste en fait, du changement climatique. Ça fait 3 ans qu'on subit une sécheresse conséquente avec des conséquences sur l'approvisionnement en eau, sur les incendies. C'est un petit peu comme si on était sur une île et on subit ce changement climatique de plein fouet. Alors encore plus maintenant qu'on voit que nos amis du Sud également subissent avec les inondations. Donc c'est l'autre pendant. Maintenant, ils ont trop d'eau, nous on n'en a pas assez. Donc on voit qu'il y a effectivement ce changement climatique qu'on prend de plein fouet. Donc
Donc au lieu effectivement de le subir, nous on a décidé d'être en maîtrise et de se dire voilà, quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place, que ce soit pour les incendies, les inondations, la submersion marine ou encore l'approvisionnement en eau. Pour toutes ces thématiques, on a fait intervenir des spécialistes, des professionnels qui soient universitaires, plus dans la théorie et dans la pratique plus avancée, et d'autres qui sont vraiment dans les solutions. Voilà, on a visité des campings qui ont fait de la récupération d'eau pour justement utiliser toutes les eaux grises, par exemple, d'un camping pour éviter en fait qu'une goutte d'eau ne serve qu'une fois et parte ensuite à la mer. Non, nous, notre idée, c'est justement que chaque goutte d'eau doit être utilisée une fois, deux fois, trois fois, et qu'on revienne finalement au beau sens et d'éviter en fait que cette eau qui coule si facilement au robinet, un jour elle ne coule plus, parce que c'est arrivé dans certains nombres de communes dans notre département et ça fait tout drôle, sincèrement, hein, quand on en arrive là. Donc on ne veut pas subir ce changement climatique, mais bien être en maîtrise et proposer des solutions, être un laboratoire justement. On aura peut-être, on testera des choses, on aura des échecs, on aura des réussites, et ces réussites-là, elles pourront aider nos voisins, par exemple l'Aude, qui commence aussi à être en stress hydrique avancé, trouver aussi d'autres points de culture pour nos agriculteurs, parce que évidemment, ça a des incidences sur l'agriculture, ça a des incidences aussi sur le tourisme, c'est nos deux économies. On ne peut pas être en conflit d'usage les uns contre les autres, on a tous besoin de trouver des solutions, donc le tout c'est de réfléchir ensemble à plusieurs, évidemment on ira beaucoup plus loin, beaucoup plus fort. À travers ces labos PO, vous avez senti une sensibilisation de la population, ça commence à prendre? Complètement. Ah oui, complètement. Gros succès en plus. Ah oui, oui, parce qu'ils se sont rendus compte que si chacun faisait un peu, finalement on avait 20%, voire 30% dans certains territoires de réduction de la consommation d'eau. Donc il y a quand même une incidence. Les citoyens se sont vraiment mobilisés, et les professionnels encore plus. Il en va de notre survie en fait, et de nos conditions et de la qualité de vie sur notre territoire. Donc oui, évidemment, il y a une prise de conscience, et d'autant plus. Alors il faut que ce soit constant. C'est pas parce qu'il pleut aujourd'hui, par exemple. Enfin, nous il pleuvait pas. Je sais, il pleut chez vous, mais il ne pleut pas encore chez nous. Mais c'est pas parce qu'on a eu certains épisodes de pluie qu'on est sorti d'affaire. Certes, les nappes peuvent remonter. On a vu la Gly couler, recouler, parce que ça faisait quand même quelques années. On n'avait jamais eu autant de précipitations depuis 2011. C'est un fait, mais c'est pas pour ça qu'on est sorti d'affaire. Et c'est pas pour ça qu'il faudra revenir sur les avancées aussi de réduction de consommation d'eau, de poursuite des campagnes pour éviter les fuites, par exemple, des réseaux, mais également aussi se poser la question de nos cultures, de la manière dont on accueille également dans le tourisme et les loisirs. Les professionnels ont fait énormément d'efforts, mais c'est pas la fin. Ça n'est que le début en fait d'un chemin, et d'un nouveau chemin, et de la transition vers une économie plus durable, respectueuse, et encore une fois non seulement de la terre mais également de ses habitants, parce qu'in fine c'est de ça dont on parle. Aude Vives, merci beaucoup. Je vous en prie. Bon salon. Merci.